Les gens, ces personnes qui regardent notre métier sans vraiment trop comprendre ce qu'on fait, tendent à penser que nous faisons un métier solitaire, seul face à notre écran toute la journée. Pourtant, les stand-up, les blogs, les Reddit, les podcasts, les meet-up et bien sûr les conférences sont partout, tout le temps et toujours remplis. Notre quotidien est rempli de moments de rencontre entre nos collègues et surtout avec nos pairs. Notre métier est profondément ancré dans une culture de transmission de personne à personne. Et pourtant, organiser une conférence n'est pas une mince affaire. Mais alors, pourquoi donne-t-on autant quand on organise un événement ? Si tout est disponible en replay, a-t-on encore vraiment besoin de se déplacer ? Et surtout, si notre métier est si solitaire, pourquoi la participation en conférence est une demande permanente des équipes ? Pour répondre à ces questions d'Agora, je ne reçois pas Platon, mais il sait construire un forum. Julien, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Julien, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Ouais, tout à fait. Julien Duré, je suis basé à Nantes, je suis cofondateur d'une société qui s'appelle TechTant, je suis CTO là-bas. Et je suis aussi du coup dans différents aspects communautaires. J'ai cofondé le GDG Nantes qui organise le DevFest Nantes, une belle réussite. Et je m'occupe aussi de différents meet-up par-ci par-là. Et je suis aussi speaker régulier à différentes conférences. Ouais, j'imagine. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir te créer une conférence et puis après maintenant en faire quasiment ton activité principale, c'est d'organiser des rencontres entre développeurs et développeuses ? Alors c'est pas mon activité principale, j'aimerais bien que ça soit du full-time là-dessus, mais je conserve et je prends du temps bénévole pour ça. En tout cas, ça reste toujours quelque chose qui m'intéresse. Et le why un petit peu de tout ça, c'est assez simple. Bon, ça fait 20 ans que je suis dans la tech, mais il y a 20 ans, on parlait pas de meet-up, on parlait de user group, et il n'y en avait pas typiquement à Nantes. Vraiment, il n'y avait pas grand-chose. Et j'allais régulièrement jusqu'à Rennes pour aller voir le Brèche Jug à l'époque, Java User Group. Et du coup, de Nantes à Rennes, c'est 1 heure de voiture, etc. Mais je faisais quand même un aller-retour parce que je trouvais ça passionnant de voir des gens, des professionnels aguerris, qui montraient des nouvelles technologies, une nouvelle façon de décrire son pom.xml, etc. Je trouvais ça incroyable. Et du coup, en discutant avec 2 autres personnes qui étaient dans le même bureau que moi, on s'est dit, vas-y, on peut peut-être faire quelque chose aussi à Nantes. Et c'est comme ça, en fait, que l'aventure s'est lancée. Okay. Donc, l'idée de se dire... peut-être trouver un moyen d'animer aussi quelque chose au niveau de Nantes, qui est une ville que je suis basé à Nantes depuis pas mal de temps, et je suis assez fier aussi, tu vois, de pouvoir contribuer au fait que Nantes bouge globalement d'un point de vue tech. Mais c'est quoi pour toi c'est ce que j'évoquais en intro, pourquoi cette nécessité dans notre métier de se rencontrer et d'autant plus, tu vois, là tu évoques effectivement ce côté bénévole que tu as là-dedans. Le fait que tu fasses 1 heure de route pour aller rencontrer des gens à plus de 100 km de chez toi, mais c'est surtout du coup en dehors de ton temps de travail, c'est-à-dire qu'on a déjà un travail qui est quand même prenant, qui demande des ressources, de l'énergie, et malgré tout, le soir, on rempile, tout comme il y a des gens qui écoutent ce podcast, qui sont dans le métro peut-être en ce moment, ou en train de faire leur ménage, ou en train de courir, mais qui ne sont pas au travail, et qui sont en train d'écouter des gens parler de leur travail, tu vois, pourquoi on a cette culture-là ? De mon côté, c'est une partie assez simple. C'est que globalement, je suis passionné par la tech, donc cette notion un peu de passion. Après, je pense qu'il y a une partie aussi qui est intéressante et souvent que j'explique aux étudiants, c'est aussi cette partie d'être curieux et que ça peut aider finalement dans sa carrière, de juste comprendre un petit peu
voilà, c'est quoi la tech aujourd'hui, qu'est-ce que font les professionnels. C'est vrai que quand on est étudiant, on a une vision quand même un peu biaisée liée en fait, à l'école ou autre où on est, et d'essayer de découvrir un peu ce monde vraiment professionnel, de voir vraiment les technologies utilisées, etc. Donc il y a cette partie-là un petit peu aussi de se dire, voilà, on peut avoir des points de rencontre, et puis cette partie aussi, dernier point, c'est une partie un peu opportunité. Du coup, en 2012, donc on organisait un meet-up, et à la fin du meet-up, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit ouais, du coup je suis en train de créer une boîte à Nantes, est-ce que ça t'intéresse potentiellement et tout. Et en fait la boîte je la connaissais, je pensais que c'était qu'à Paris, et je me disais bah c'est génial et tout, je vais peut-être pouvoir rentrer et tout là-bas. Et en fait j'ai trouvé un super taf grâce à ça. Donc je me dis aussi que c'est une notion d'opportunité, de pouvoir en fait, bah, plus on rencontre des gens, plus on a une capacité peut-être à trouver des opportunités, des choses, des contacts, des liens, des nouvelles personnes, qui est assez intéressant. Après, il y a toujours l'idée aussi que ça prend de l'énergie de faire ce genre de choses aussi. Oui, mais effectivement, ça te permet de créer un réseau. Donc ça, je pense que tout le monde sait que avoir un réseau, c'est toujours utile et c'est primordial. Mais tu évoquais aussi cet aspect de partage de connaissances, en tout cas apprentissage d'un certains éléments. Mais tu semblais quand même très centré autour des juniors. C'est-à-dire que pour toi, les meet-up, les confs, c'est surtout des sujets qui sont intéressants des endroits qui sont intéressants pour des gens plus jeunes. Ouais, je dirais qu'il y a deux phases. Vraiment, quand on est plus jeune, c'est l'histoire de justement un petit peu se faire un réseau, comprendre un petit peu c'est quoi le monde professionnel, c'est quoi les sociétés qui sont dans ta ville. Il y a tel DSI, il y a telle société de service, il y a tel élément. Et aussi pouvoir potentiellement se dire, bah, c'est là que j'aimerais aller ou c'est là que j'aimerais pas aller. Donc c'est vrai que voilà, au lieu d'envoyer des CV un peu en mode random, en listant toutes les boîtes aux alentours, de se dire bah, peut-être je veux rentrer ici spécifiquement parce que j'ai discuté avec un gars, ça a l'air hyper intéressant. Et puis bah voilà, ça apporte pas mal de valeur aussi si tu arrives à montrer aussi que tu connais déjà la personne ou autre. Bon, ça ouvre forcément des portes. Sur la partie des personnes qui sont plus expérimentées, je dirais que c'est plutôt une notion un peu de culture du contact, de se dire bah voilà, régulièrement je vais à tel meet-up, je sais que je vais voir telle personne, ça me fait plaisir de les revoir, on va revoir ensemble certaines choses. Il y a la partie networking aussi qui est finalement un point dans les conférences qui prend une part de plus en plus importante, au-delà vraiment du contenu. Comme tu l'as dit, il y a beaucoup de contenu en ligne, les IA savent beaucoup de choses, donc voilà, on peut retrouver facilement du contenu, ce qui n'était pas le cas avant, mais il y a toujours cette partie un petit peu aussi de networking où il y a des personnes avec qui tu échanges peut-être qu'à certains rendez-vous comme ça, réguliers, et du coup c'est un moyen d'avoir cette rencontre, ce point de contact à ce genre d'événement. Ouais. Donc toi tu as commencé par organiser un meet-up à la base sur Nantes, qui au final qui est une mini-conf, parce qu'au final en général meet-up il y a quand même une ou deux présentations qui ont lieu, après un petit café. Comment s'est passé ce premier meet-up? Ça a été quoi ta première expérience? On avait à l'époque c'était Cyril Moutier qui du coup faisait pas mal de Android, et on avait réussi à se dire il est pas loin de Nantes, fait une présentation et tout. On a réussi à négocier avec une école, essayer de trouver un premier sponsor pour acheter quelques boissons après, quelques paquets de chips. Non, c'était rigolo de faire ses premiers pas dans l'événementiel, sachant que on était 3 techs en fait, donc on connaissait pas du tout le milieu de l'événementiel. Et finalement j'ai découvert que j'aimais bien ça finalement, je trouvais ça intéressant, et que ça permettait aussi d'ajouter finalement en tant qu'organisateur d'autres compétences à une partie vraiment pure tech, donc des compétences non techniques, comme le fait de discuter avec des sponsors, trouver un lieu pour une école. C'est des choses qui sortent complètement du quotidien, mais du coup qui est assez intéressant je trouve quand même à essayer. Ouais, complètement. Alors après donc le meet-up en général c'est à plus petite échelle, j'imagine que sur les premières occurrences, tu as peut-être eu une vingtaine de personnes. Ouais, c'est ça, on avait, je crois, 15 personnes sur le premier événement qu'on avait créé en 2011, du coup, ça date un peu. Après, on s'était dit aussi, du coup, on a vraiment créé une asso dès le début, en se disant qu'on voulait que ça soit quelque chose qui soit pérenne, qui soit vraiment dans l'état de l'art, on va dire, au niveau association loi 1901, etc., que ce soit propre d'un point de vue administratif et juridique. Et on s'est dit on va commencer par un meet-up tous les 2-3 mois et après on verra. Et du coup on a eu notre premier meet-up, je crois, on a créé l'asso en janvier, premier meet-up en mars, et en juin il y avait une grosse conférence de Google qui s'appelle Google I.O., où en gros c'est la grande messe de Google à San Francisco. Et en fait dans le bureau on était un peu foufou, on s'est dit vas-y on y va, on va voir ce que c'est une grosse conférence.
On prend nos billets par nous-mêmes, on prend nos billets d'avion par nous-mêmes, parce qu'à l'époque, les boîtes va justifier ce genre de choses, un déplacement si loin pour des technos que tu n'utilises pas forcément dans ta boîte, alors que toi, tu es un peu un junior, etc. Mais ça a été une expérience incroyable de découvrir justement une conférence internationale avec plein de sponsors, des keynotes, des trucs assez impressionnants. Et c'est vrai qu'on l'avait jamais vécu. Et c'est là où ça nous a motivé finalement aussi à se dire, peut-être qu'on peut reprendre certains éléments qu'on a vus là-bas et en faire en fait peut-être un équivalent à Nantes. Enfin, ou en tout cas en France. Parce que pour l'anecdote, au début, pour la création du DevFest, que c'est du coup 2012, je crois que c'est l'année aussi de la création de Devoxx, on hésitait potentiellement à se dire, si on crée quelque chose, Nantes, ça va pas attirer les speakers. Donc peut-être qu'il faut qu'on le fasse à Paris. Du coup, on s'était dit au début, peut-être qu'il faut qu'on le fasse à Paris, tout ça. Puis après, on s'est dit, mais non, ça va être trop compliqué, il faut faire les allers-retours pour les salles, pour le traiteur, pour toute la logistique. Donc on s'est dit, on va quand même essayer à Nantes. Et finalement, on est très fiers en fait de voir que ça a marché à Nantes. C'est un peu... ça prête à sourire de se dire que tu pars à San Francisco faire le Google I.O. qui effectivement est un élément truc qui est sur 3 jours, je crois, ou quelque chose comme ça, 3-4 jours. Et toi, tu vas là-bas et tu te dis, on va faire la même chose à Nantes. La même chose, ou en tout cas... Oui, non, mais effectivement, tu te dis que tu le ramènes à une certaine échelle, mais tu vois, tu te dis pas... T'as des gens qui peuvent se dire, en fait, c'est impossible, quoi. C'est un niveau qui est impossible, machin, quoi. Ouais, non, on l'a fait. Après la première édition de DevFest Nantes, on était 100, 150, donc ça reste quelque chose d'assez léger. On a quand même déjà pas mal de speakers avec des tracks, des conférences en parallèle. On était dans une école qui prêtait gracieusement les locaux, donc là c'est quand même intéressant. Donc on avait finalement que le repas du midi à trouver des sponsors pour compenser le repas du midi, parce qu'on voulait quand même offrir finalement le repas sur place. La captation, c'était une catastrophe. Les premières années, mais par contre, dès la fin de la première année, j'avais dit aux gars de l'assaut, dans 2 ans, on va dans un lieu qui nous permet vraiment de grandir. Et c'est vraiment l'idée de se dire qu'on allait à la Cité des Congrès de Nantes. Et au début, on a pris juste des petits parties de la Cité des Congrès, puis au fur et à mesure, une plus grande partie, et puis maintenant, on prend finalement tout l'espace, quoi. Ouais. Aujourd'hui, le DevFest, c'est 2 jours, je crois, de souvenir. C'est 2 jours, ouais. Ouais. Est-ce que passer d'un meet-up de, on va dire, 2 heures à une conférence de 2 jours, est-ce que c'est juste c'est un meet-up un peu plus gros, ou est-ce que c'est comme passer d'un site de 1000 users par mois à 1 million de users par jour? C'est qu'en fait, c'est pas juste une question d'échelle, il y a un moment, il y a des problématiques complètement nouvelles qui pop, quoi. Globalement, je dirais que c'est peut-être un mix entre les deux. C'est peut-être pas aussi difficile d'un point de vue scalabilité. Après, on y allait déjà petit à petit. C'est-à-dire que tous les ans, on rajoutait un item, on ajoutait un peu plus de personnes ou un peu plus de speakers, ou on prenait une salle un peu plus grande. C'est vraiment en y allant petit à petit. Et tous les ans aussi, au niveau de la team d'organisation, on essayait aussi de faire plus un dans les organisateurs pour pouvoir potentiellement porter un nouveau sujet et trouver un moyen de scaler un minimum quand même sur les tâches à effectuer. Parce qu'autant la gestion d'un traiteur pour 100 personnes, la gestion d'un traiteur pour 2500 personnes pendant 2 jours, il y a quand même plus d'échanges à effectuer là-dessus. Et puis maintenant, finalement, on essaye aussi d'avoir un événement de qualité un peu professionnelle, même si on reste qu'une asso. Mais on est quand même très vigilant à cette partie-là. Donc on essaye d'indiquer des allergènes. On a créé dernièrement aussi une partie qu'on avait repérée au Hellfest, où l'idée c'est d'avoir des personnes DevFest Safe qui vérifient d'un point de vue problématique que tu peux avoir en conférence, diversité, inclusion, etc., qui peuvent aider aussi des personnes. Donc on essaie de rajouter des petits éléments petit à petit pour faire grandir cette conférence et toujours dans l'idée de garder un point aussi important, 4 aspects primordiaux. C'est finalement que côté speaker, l'expérience soit cool, parce que c'est les meilleurs ambassadeurs, ils viennent quand même diffuser du contenu, donc rester focus quand même d'abord sur le contenu. La partie participant, parce que c'est important aussi que ça soit cool. Les sponsors, sinon ils vont pas revenir, et quand tu grandis, tu augmentes souvent un petit peu tes packs de sponsoring, donc il faut que ça marche bien. Et puis que côté organisateur, on kiffe finalement. Parce que c'est pareil, si c'est juste subir, au bout d'un moment, faut passer la main ou trouver un moyen de changer ça. Donc l'idée aussi de garder une team où on reste relativement des potes et on n'a pas voulu prendre typiquement aussi de salariés. C'était un axe à un moment donné en se disant la conf est grandie, est-ce qu'on prendrait pas un salarié dans l'asso ou autre quelque chose. Et finalement rester tous bénévoles, ça nous force aussi
bah voilà, tu sais bien en tant que développeur, on veut essayer d'aller au plus vite, automatiser certains trucs, bah ça nous force du coup à essayer de pas prendre trop de notre temps bénévole et finalement d'être efficace. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Peut-être que ça facilite aussi le fait que comme vous êtes tous bénévoles, vous êtes tous au même niveau en fait d'engagement, et donc t'es pas dans une capacité d'exigence, tu vois, de chacun. Tu sais que en fait, si t'es pas capable de le faire toi-même, tu sais que les autres seront pas capables de le faire. Bah, c'est vraiment l'idée d'avoir un collectif. Et effectivement, en fonction de la vie de chacun, on peut avoir des moments de haut, de bas pour pouvoir aider d'un point de vue temps disponible. Moi, typiquement, j'ai fait du coup 8 ans président de l'asso et j'étais très fier du coup en 2020 de donner la main à Annabelle Coster du coup qui est passée présidente. Parce que j'avais plus le temps le week-end de passer autant de temps avec mes enfants qui grandissaient. Donc voilà, mais l'idée c'est de passer la main aussi et de voir que ça continue, qu'il reste toujours cette volonté, cet enthousiasme autour de l'événement, c'est super chouette. Ouais. Tu as évoqué donc effectivement 4 piliers à votre organisation que je trouve assez intéressants, qui peuvent du coup faire une bonne organisation des différents sujets à traiter. Donc le premier que tu avais mis, c'était effectivement les speakers, qui est effectivement un élément clé parce que c'est aussi beaucoup pour ça que les gens ils viennent ou pas à une conf. Comment vous faites pour trouver des speakers si jamais il y a des gens qui écoutent ce podcast qui ont envie de devenir speaker, c'est quoi les critères, pour devenir speaker chez toi? Ouais, tout à fait. C'est quelque chose qui revient souvent. Alors déjà, il y a un truc qu'on a mis en place assez tôt, je pense que ça devait être 2012, 2013 ou 2014. C'est la création de cette notion de call for paper. Donc on avait créé du coup une première appli qui permettait du coup aux personnes de soumettre automatiquement des sujets. Donc cette partie CFP qui a grandi après sur une autre appli, puis finalement Benjamin dans l'asso a recréé Conference Hall. Je sais pas si tu as déjà entendu parler, conferencehall.io, qui est du coup un endroit où en fait on peut créer ses talks et soumettre dans pas mal de conférences. Donc ça permet d'avoir une espèce de hub où on peut avoir son talk et le distribuer à différentes conférences, un peu un concurrent à Sessionize. Et vraiment l'idée du coup de se faire un outil au début qui était plutôt pour nous sur notre façon de gérer ces éléments-là. Et puis finalement, plein de conférences aussi l'ont adopté. Le produit est open source. Et donc ça, c'est une partie CFP. L'autre point qu'on a pour donc trouver des speakers, c'est finalement de pinguer aussi des personnes. Donc l'idée aussi, via les réseaux, de se dire, tiens, cette personne, ça a l'air pertinent, ou elle a sorti un super projet, ce serait bien qu'elle vienne en parler, etc. Donc de pouvoir... lui demander est-ce que tu serais intéressé soit de soumettre dans le CFP, soit de nous envoyer des infos, parce que si c'est des personnes qui sont très busy ou internationales ou autres, ils vont peut-être pas s'amuser à aller sur un CFP d'une conférence à Nantes ou autre, mais au moins récupérer toutes les infos qu'il faut, discuter avec elles. Donc voilà une partie un peu aller chercher des speakers. Le point aussi que j'ai pas indiqué, c'est qu'on essaye au niveau du DevFest Nantes d'avoir vraiment un mix aussi entre des personnes finalement locales autour de Nantes, des personnes de renommée on va dire un peu nationale. Il y a des gens qui sont assez connus dans leur domaine divers et variés. Et puis aussi potentiellement faire venir des experts d'un produit à Nantes pour montrer aussi, diffuser ces infos-là. Donc l'idée à la fois de montrer qu'à Nantes on a des choses à dire, mais globalement aussi on peut peut-être avoir des personnes qui sont... dès la première année, on avait à l'époque un core contributeur de Angular qui venait de sortir, AngularJS. On était très fiers du coup de l'avoir sur scène. Donc c'est des choses, c'est cool quoi. On est très fiers d'avoir ce genre d'éléments. Donc de trouver un mix par rapport à ça. Donc la partie CFP, pinguer des gens directement. Et après, ce qu'on essaye aussi de faire, c'est souvent une conférence au moment où on a le CFP, qui est souvent avec Jeff. On anime un petit atelier de devenir speaker. Pour essayer aux personnes un peu nouvelles ou qui veulent s'y mettre de comprendre un petit peu comment ça marche, ce qu'on attend, donner des petites astuces finalement, puisque Jeff est aussi régulièrement speaker, donc on a l'habitude aussi nous de voir quand on est de l'autre côté de la barrière, quand on soumet en tant que speaker les éléments qui sont pertinents, donc il y a les deux côtés. Et puis on a fait finalement on était pas mal harcelé les premières années finalement par les personnes qui n'avaient pas été du coup sélectionnées, qui étaient pourquoi, c'est quoi vos critères, sans forcément rentrer dans une polémique de c'est la mafia, j'ai jamais été pris ou autre, mais bon, ce qu'on essaye souvent d'expliquer en règle numéro 1, c'est déjà de base t'as peu de chances d'être pris,
parce que souvent dans les CFP maintenant il y a pas mal de talks, il y a pas mal de personnes qui ont compris que c'était intéressant en fait de partager, et même des boîtes aussi qui favorisent ces éléments-là. Et donc on a listé en fait comment on faisait la sélection des talks, cette partie un peu évaluation, délibération, et voilà comment après on diffusait ces infos-là. Et c'est vrai que on essaye d'appliquer certains principes. Par exemple, si quelqu'un est venu dans les conférences des années précédentes, on essaie plutôt de favoriser des nouvelles personnes. Si c'est des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup d'historique en tant que speaker, un track record important, on va essayer plutôt de les mettre sur des conférences de 20 minutes pour essayer de se tester, puisque même sur 20 minutes, dans une grande salle où tu as 800 personnes, c'est que 20 minutes, mais c'est quand même 800 personnes. Donc voilà, faut quand même être à l'aise. Donc voilà, donc on a certains principes, on explique comment on délibère. On a un système d'évaluation du coup sur Conference Hall où on peut être au début en mode un petit peu aveugle sur le speaker, donc on n'a que le contenu. Donc on fait souvent une première passe que sur le contenu, et après on fait une deuxième passe où on voit un petit peu le speaker qui sait. Ça peut réévaluer certaines notes ou pas, justement sur le fait qu'il soit déjà venu, ou à l'inverse que c'est quelqu'un qu'on s'attendait pas à ce qu'il soumette alors que voilà, on trouve ça génial. Bon voilà, ça permet potentiellement de changer un peu ces éléments-là. Et après on délibère souvent aussi sur les notes. On peut avoir des notes, finalement à la délibération, les talks qui ont des très bonnes notes, finalement on passe très peu de temps à en discuter, puisque du coup ça fait consensus. Ouais. Mais là où c'est intéressant, c'est souvent des notes un peu moyennes, mais il y a à la fois des gens qui ont mis des mauvaises notes et d'autres qui ont mis plutôt des très très bonnes notes. Et donc là on se dit, faut qu'on discute pour voir un petit peu ce que chacun a compris par rapport à ce qui est écrit. Il y a peut-être quelqu'un qui a vu un truc que d'autres n'ont pas vu, donc il faut expliquer. Là. Après il y a l'idée aussi que par technologie, on puisse aussi avoir un minimum dans le comité de sélection, un minimum de personnes pour que ça soit cohérent aussi. S'il n'y a qu'une personne pour évaluer la partie web, il y a forcément un biais, parce qu'il n'y a que la note de cette personne-là. Donc l'idée aussi, de trouver différents critères comme ça pour en tout cas, on essaye d'être équitable. Ok. Les intervenants ne sont pas rémunérés pour leur participation ? Les intervenants ne sont pas rémunérés. On l'a déjà fait pour les keynotes d'ouverture où on invite du coup des artistes qui sont du coup finalement c'est leur métier. Là, ça nous est arrivé de donner des petits cachets, mais c'est vraiment petit, mais ça nous est arrivé sur les keynotes d'ouverture ou des personnes aussi qui n'ont pas l'habitude de présenter dans le monde de la tech ou autre. Ça nous est déjà arrivé, mais globalement non, aucun speaker est rémunéré dans ces confs. Il y a l'idée aussi de se poser la question, nous on fait tout ça bénévolement, si on commence à rémunérer des speakers, on pourrait peut-être se sentir en disant eux ils sont rémunérés, nous on bosse toute l'année, on n'est pas rémunérés. Bon bref, après ça apporte d'autres questions, donc on a préféré faire simple et se dire on rémunère personne et voilà, on reste tous bénévoles. On prend aussi pas mal de bénévoles le jour J et il y a pas mal d'écoles du coup qui nous prêtent leurs étudiants. Pareil, c'est vraiment hyper intéressant, donc ils travaillent une journée en nous aidant sur différentes tâches et l'autre journée du coup est offerte pour eux pour profiter de l'événement. Donc globalement tout le monde est bénévole sur l'événement. De toute façon ça permet aussi à l'ensemble des speakers d'avoir comme une visibilité non négligeable, c'est aussi pour ça que les gens viennent. Et je pense que ça rejoint aussi, tu vois, moi pareil sur ce podcast personne n'est rémunéré pour venir sur ce podcast et je pense que ça illustre bien en fait ce besoin de partage qu'on a en fait dans notre industrie. Où en fait on a énormément de gens, ou même le fait qu'on ait une communauté open source, ça aussi tu vois, ça montre bien qu'il y a quand même des tas de gens qui sont capables à fournir beaucoup d'efforts de manière complètement gratuite, parce qu'en fait on a quand même envie de partager, que les choses se sachent, et je pense même pas que ce soit une envie de fame, tu vois, de notoriété quelle qu'elle soit. Je pense que c'est juste une envie de se dire j'ai fait un truc cool et j'ai envie de vous le mettre à dispo, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Sur la partie fame, vaut mieux faire d'autres métiers que la tech pour être connu. Après effectivement ce qui est intéressant c'est de pouvoir quand même cette notion de partage finalement, que ce soit de l'open source, des talks, des blogs, comme tu disais en intro, il y a vraiment plein de médiums possibles pour pouvoir partager. C'est vrai que finalement dans la tech on est quand même beaucoup dans ce mouvement là et je pense qu'il faut le garder. Je trouve ça hyper intéressant d'avoir ce partage collectif, même si effectivement tu vois, sur les meet-up post-Covid c'est quand même plus difficile. Faut trouver un moyen de relancer un petit peu certaines machines, mais les conférences en tout cas ça marche toujours très bien globalement. Clairement. Le deuxième pilier que tu avais évoqué, donc c'était les participants, si je me souviens bien. Tout à fait. Il y a effectivement souvent un sujet. Alors, parfois, il y a des confs qui coûtent très cher. L'optique, c'est quoi ? C'est de se dire, en fait, que ça c'est lié aussi un petit peu
au modèle économique, c'est-à-dire que à quel point est-ce que le billet de chacun finance la conf versus les sponsors, et comment tu fais pour garantir que, vu le prix de certains billets, tu puisses quand même avoir des juniors, comme tu l'évoquais tout à l'heure, pour qui c'est un contexte hyper intéressant, et pas forcément que des gens qui sont lead dev chez des GAFAM. Et comment tu fais aussi pour faire en sorte d'avoir que ton truc se diffuse et que tout le monde puisse venir et que tu vois que ce soit pas non plus la foire d'empoigne. Ouais. Sur la partie un petit peu diffusion et reconnaissance finalement de la qualité de la conf, c'est vraiment la récurrence et le fait qu'il y ait des bons retours qui font que ça marche. C'est vraiment l'idée d'avoir un événement régulier qui fait que tu rentres un petit peu dans la tête des gens, ils connaissent, l'événement est connu. C'est vrai que le DevFest là ça fait 12 éditions, donc voilà, c'est établi. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que du coup les places partent très vite, aussi vite qu'un Hellfest. C'est-à-dire que souvent la première vente, dans les 2 secondes, tous les tickets sont dans des paniers. Okay. Donc on est toujours impressionné de voir ce genre d'items. Après nous, l'idée aussi depuis le début sur le DevFest Land, c'est de faire un prix abordable. Donc je sais pas, la première édition c'était peut-être 10 ou 15 euros. Aujourd'hui on est plutôt sur, je pense les 2 jours on doit être à 110, 130 euros. Je sais pas exactement le prix en tête, mais c'est un peu ça l'ordre d'idée. L'idée, ça a toujours été aussi de trouver un moyen de au moins payer le repas du midi. Parce qu'on essaye, souvent les participants, ce qu'ils retiennent, c'est quand même aussi le repas du midi. Et finalement, tu peux avoir des confs avec un très bon contenu. Mais si tu as un repas du midi qui est pas terrible, les gens ils repartent, ils font oh, c'était quand même pas terrible le repas, et le contenu finalement disparaît. Donc nous, on a toujours voulu quand même prendre un très bon traiteur, être sûr que les gens se fassent plaisir le midi, et finalement question un peu anecdotique, parce que j'imagine que tu échanges avec d'autres créateurs de conférences à travers le monde. Est-ce que c'est un truc très français, cette attache au... Ouais, dans différentes confs, en Allemagne, aux États-Unis ou autre, ça peut être n'importe quoi, un petit sandwich, un petit truc, c'est pas très grave, mais c'est vrai que nous en France, on aime bien aussi... Faut qu'il y ait aussi ça... c'est vrai que culturellement on est habitué à avoir un truc correct, donc... Et finalement, on se retrouve avec un prix sur le ticket, on a peut-être 50 euros, c'est juste pour le traiteur, parce qu'en fait, c'est 20 à 25 euros par jour, par personne. Donc ça nécessite quand même pas mal de moyens. Et après, sur la partie participants-sponsors, au début, on était 2 tiers les sponsors, 1 tiers les participants. Et maintenant, qu'on a grandi, et pas forcément augmenter le prix des participants, mais plutôt augmenter les packs des sponsors tranquillement petit à petit, parce qu'en fait finalement les prestataires aussi augmentent tous les ans leurs tarifs aussi, donc on est obligé de suivre économiquement cette partie-là. Et finalement 75% des recettes c'est les sponsors. Okay. Donc le plus important c'est que les sponsors soient quand même contents. 25% c'est les participants. Et après sur tout ce qui est ticket étudiant ou autre, on l'a fait pendant pas mal d'années, un ticket étudiant et je sais plus comment on l'a appelé, chômeur en recherche d'emploi, etc. Pour essayer de favoriser un ticket du coup moins cher pour ces personnes-là. Et il y a, 4 ans, on a eu pas mal de monde qui avait pris ces tickets-là alors qu'ils n'étaient pas dans des critères d'étudiants ou de personnes en recherche d'emploi. Donc on s'est dit, en fait, nous, en tant que bénévoles, on voulait pas regarder sur chacun des tickets qui était la personne, est-ce que c'est bien elle qui rentre, qui a son justificatif France Travail ou sa carte d'étudiant ou autre, on va pas s'amuser à faire ça, donc on le faisait pas forcément, mais on voyait qu'il y a des gens qui profitaient un peu du système. Donc on a revu un petit peu la façon de faire, et du coup on travaille directement avec une direction de France Travail à Nantes, qui du coup diffuse certaines places, on leur envoie des places et eux après les diffusent à leurs personnes. Et pareil pour les écoles, en fait on fait un appel aux écoles pour dire qui serait intéressé de prendre des places pour leurs étudiants. Ils nous listent un petit peu le nombre de places qu'ils veulent, on regarde nous ce qu'on met à disposition et on leur dit voilà, vous pouvez en avoir, ils en ont demandé 20, vous pouvez en avoir 15, etc., etc. Donc on passe directement finalement par rapport à ça, pour éviter un petit peu cette gruge. Ouais, cette triche qui était... parce que tout se vendait rapidement, donc les gens essayaient de prendre des places un peu n'importe comment. C'est comme ça. Donc en général, le prix du billet par personne, c'est surtout pour couvrir des frais de traiteur, surtout, en grande partie. Plus de la moitié, ouais. Ouais, parce qu'entre le petit-déj, les 2 déj, on fait une after-party aussi depuis le 2019 avec concert et tout entre les deux, tout est open bar, etc.
Bah oui, du coup le prix du billet, voilà, ça couvre à peine ces éléments-là. Donc après, il faut gérer l'emplacement, les speakers, il y a tout un tas d'autres frais, la captation. Donc c'est là aussi où on a besoin des sponsors. Ok. J'imagine qu'il y a aussi un équilibre à trouver entre pas assez de monde et trop de monde. C'est-à-dire que en soi, tu auras envie d'offrir 20 000 tickets si tu pouvais, parce que c'est toujours agréable, mais il faut que ça rentre. Enfin, tu vois, il faut que les gens. Puis tu as aussi peut-être le ratio de te dire, il y a peut-être des gens qui vont. Parce que tu as des places limitées dans tes salles, mais t'as pas que ça en fait. Tu as tous les gens qui sont aussi dans le salon, qui viennent juste échanger, Ouais, tout à fait. qui font pas les confs en tant que tel. Donc comment tu fais pour estimer le nombre de personnes que tu peux actuellement accueillir? Ouais, de façon simple au début, on prenait juste le nombre de places qu'on avait dans les salles, on faisait la somme et on se disait voilà, c'est à peu près la jauge qu'on peut avoir. Et puis s'il y a un peu moins de monde dans certaines salles parce qu'ils se baladent dans les stands, c'est pas très grave en soi. Pour les 10 ans, on avait augmenté un petit peu la jauge. Et on s'est aperçu que le midi, c'était vraiment le bazar. Les gens avaient du mal à pouvoir se servir, à circuler, etc. Donc en fait, parce que le midi, on essaie vraiment de faire aucune conférence pour laisser vraiment la place aux sponsors et laisser aussi aux participants le temps de faire du networking et de se poser et pas être tout le temps à suivre des confs. Parce qu'il y en a qui, si tu mets une conf, ils vont forcément y aller pour essayer de rentabiliser la journée. Et du coup, l'idée de se dire qu'on allait finalement rediminuer notre jauge pour que ça soit plus facile en termes de circulation, en termes de passage. Donc c'est vrai qu'on avait rediminué la jauge, ce qui ne facilite pas forcément la vente des places, parce que tout part très vite du coup. Quand tu es monté à 2700-2800 par jour et que tu redescends à 2500, ça peut poser problème aussi. Ouais, je vois. Et sur la partie, donc le troisième, c'était les sponsors. Ouais. Avec effectivement une place importante. Comment est-ce que vous choisissez vos sponsors? Est-ce que vous avez des règles de certaines entreprises que vous ne voulez pas voir pour des raisons X ou Y? Globalement, non. À part certains speakers ou sponsors où on a eu des soucis, où voilà, de toute façon, en fait, ils ne repostulent pas ou ils ne reviennent pas. Globalement, on accueille tout le monde. On n'a pas forcément de ratio, je sais pas moi, tant de clients finaux, tant de SN, tant d'éditeurs ou autres. Nous, on reste assez ouvert, on essaie de voir un petit peu qui est intéressé. C'est pareil aussi, l'idée d'expliquer aussi que quand on sponsorise une conférence d'un point de vue sponsor, c'est souvent pour 3 éléments. Soit on a un produit ou une annonce à montrer sur le stand, soit c'est pour une partie recrutement / rétention aussi, pour emmener ses équipes. Soit après derrière, c'est vraiment montrer qu'on est dans l'écosystème tech local, un soutien assez classique. Et voilà, et du coup par rapport à ça, on a des sponsors, des ESN qui reviennent très régulièrement, des clients finaux aussi. On a eu aussi des sponsors qui venaient de d'autres villes, parce que c'est vrai qu'au début, quand tu es à Nantes, c'est vrai que les sponsors que tu trouves, c'est plutôt toi qui vas les chercher, donc c'est plutôt dans ton écosystème local. Et en fait, plus la conférence prend de l'ampleur, plus tu peux trouver des sponsors internationaux ou autres qui viennent quand même voir l'événement. Je sais pas, par exemple un Castéaille qui vient au DevFest Nantes, c'est cool, mais bon, je les aurais pas forcément trouvés comme ça naturellement. Donc voilà, donc ça permet vraiment aussi d'avoir une certaine mixité. Ce qu'on fait aussi au niveau des stands, on essaye de faire en sorte d'alterner les stands, ou quand il y a des partenariats, on autorise aussi qu'ils se mettent à côté, ou ce genre de choses. Et après, souvent, pour choisir son stand, on a fait un truc malin, c'est que c'est à la date du paiement. C'est-à-dire qu'on définit le contrat de sponsoring, et après derrière c'est vraiment à la date de paiement qu'à partir de ce moment-là on est dans l'ordre pour choisir son stand. Et souvent ça permet quand même d'avoir des sponsors qui payent rapidement, parce qu'après derrière on a pas mal d'avance sur les prestats, faut faire des acomptes, etc. Donc c'est pas mal d'avoir quand même de la trésor par rapport à ça. Effectivement. Et le dernier pilier que tu avais évoqué, il me semble que c'était toi et les organisateurs, donc vous tous. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, déjà d'organiser ce DevFest, et après de manière plus globale, c'est quoi pour vous l'apport de participer à une conférence, que ce soit en termes d'organisateur ou en termes de juste visiteurs? Je réfléchis, parce qu'il y a pas mal de trucs qui me viennent en tête. Sur la partie organisateur, il y a l'idée de faire partie d'un collectif qui permet à Nantes de montrer que ça bouge, de faire des choses.
Comme je disais aussi, c'est des opportunités. On peut discuter avec pas mal de sponsors différents, des prestataires. Voilà, ça permet de voir différents items qu'on n'a pas forcément l'habitude côté tech. Donc pour les personnes qui aiment se challenger, qui aiment bien organiser, c'est intéressant. Après, nous au début, c'est vrai qu'il faudrait peut-être poser la question aux nouveaux organisateurs qui ont rejoint l'assaut, où l'assaut était déjà un peu connu, on va dire, avec l'événement. Mais c'est vrai que nous au début, il y avait rien de spécial en fait pour le fait d'être organisateur. On était tous bénévoles. Et en fait, on essayait de faire en sorte de se dire, telle personne, elle gère plutôt une partie marketing, elle est intéressée par ça, fais plutôt cette partie-là. Moi, je vais gérer peut-être la captation, etc., etc. Donc ça se faisait, on va dire, de bonne entente, assez simplement. Et après, ce qui est important, c'est aussi le jour J de trouver des moments où on se retrouve, on échange sur des anecdotes. Ce que j'aime bien raconter aussi, c'est en tant qu'organisateur, il ne faut jamais montrer que... Il y a peut-être le feu, mais il ne faut pas le montrer aux participants. Donc même si on t'appelle de façon urgente à aller à tel endroit parce qu'il y a un speaker, son PC ne marche pas ou que sais-je, tu y vas en marchant en fait. Tu ne traverses pas tout le hall en courant, en stressant, en suant, en criant « Attention !» Non, tu y vas tranquillement, sereinement, tu gardes le sourire. Voilà. Et c'est ça aussi qui permet en fait de cacher potentiellement toutes les petits problèmes. C'est pas des gros problèmes, mais les petits problèmes qu'on peut rencontrer quand on fait de l'événementiel, il y en a forcément. Donc on l'a appris aussi... en faisant de l'événementiel, qu'il y a ce genre de choses aussi qui sont intéressantes à montrer, garder son calme, être serein, et finalement les gens à chaque fois ils sont du coup tout roule et tout s'est bien passé, alors qu'en fait tu sais qu'il y a une captation qui n'a pas marché, il y a eu un problème avec le traiteur, etc. Mais les gens ne le voient pas forcément, donc c'est ça qui est chouette. Ok. Qu'est-ce que tu penses que ça apporte de participer à une conférence, que ce soit le DevFest ou d'autres? Comme je l'ai dit, il y a souvent la partie 1, on l'a dit, c'est le contenu. Voir des personnes que tu pourrais pas forcément échanger naturellement, un contributeur de tel lib ou une façon de présenter, un super speaker hyper pédagogue pour expliquer comment marche je sais pas quelle technologie. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses là-dessus. Je pense des speakers. Comment c'est le jeu déjà avec j'ai plus son nom, mais des confs vraiment incroyables qui réutilisent du contenu que tu pensais pas que tu pouvais l'utiliser pour expliquer une conférence, que ce soit un jeu vidéo, une façon de faire. Vraiment, on voit, c'est pas juste des slides, c'est que les gens ont mis, les speakers ont mis tout leur temps, tout leur savoir là-dedans, sur une partie pédagogie, etc. Et c'est vraiment magnifique à regarder. Ça, c'est génial. Donc ça, c'est sur la partie vraiment contenu. Et puis après, c'est toute la partie networking, je pense qu'il est important aussi. Que ce soit des sponsors finalement, toutes les personnes que tu rencontres dans la tech sera peut-être ton prochain chef, ton prochain collègue, ton prochain client, ton prochain... la tech finalement ça reste assez petit, donc c'est quand même intéressant aussi de pouvoir rencontrer des personnes, échanger, se créer un réseau. Donc la partie networking est quand même quelque chose de très important aujourd'hui dans les confs, et on voit que ça marche quand même beaucoup, ça marche très bien la partie... échange lié à cette partie-là. Mais est-ce que comme justement on le disait tout à l'heure, une bonne partie des conférences sont disponibles en replay et autres, est-ce que faudrait peut-être même utiliser les conférences surtout comme un espace de networking plus que comme un espace d'apprentissage? Parce que pareil dans la partie devenir speaker, ce qu'on explique de temps en temps avec Jeff, c'est que finalement les confs sur les technos que tu connais déjà ou que tu maîtrises déjà, va pas les voir. Parce qu'en fait, ça peut être finalement plus déceptif qu'autre chose, parce que tu sais pas trop le contenu que le speaker va présenter, et finalement, tu vas peut-être pas apprendre grand-chose. Peut-être un ou deux items, mais alors qu'une conf sur un sujet vraiment qui sort de ta zone de confort, tu vas peut-être apprendre plein de choses et devenir enthousiaste et aller voir plein de pointeurs et continuer sur plein d'éléments. Et effectivement, pas hésiter aussi à se prendre des pauses et pas enchaîner un tunnel de conférences. Nous, il y a l'idée aussi souvent en fin de journée de faire des conférences un peu plus courtes de 20 minutes, au lieu de 40 ou 50 minutes en début de journée, pour avoir quelque chose aussi en fin de journée de plus rythmé, puisqu'on fatigue quand même à voir des confs toute la journée. Et l'idée vraiment de se dire, sur ce genre de conf, on peut trouver des trucs qui sortent complètement de la tech, des sujets sur, c'est quoi de vivre dans la Silicon Valley en tant que Français. C'est des choses, c'est un peu lié à la tech parce que c'est Silicon Valley, mais en gros, mais en fait, pendant 20 minutes, les gens intéressés, ça ouvre l'esprit, ça change. Donc c'est le genre de confs qui sont très agréables et ça passe très vite, ça permet de rythmer la fin de journée. Ok. Mais donc, ce serait quoi le ratio que tu conseillerais entre le temps passé en conf
Et le temps passé à networker autour de la conf. Moitié-moitié, je dirais. Ok, quand même. Et pour toi, il faut aller voir les sponsors ou il faut échanger avec quasiment tous les gens que tu croises Non. Après, ça demande de l'énergie à chaque fois d'aller voir soit les sponsors parce qu'ils t'attirent, parce qu'il y a un jeu, ou toi tu veux scanner pour gagner, je sais pas moi, une Switch 2 ou que sais-je. Voilà, mais ça prend forcément de l'énergie. C'est vrai qu'il y a certaines confs aussi. On a toujours peur potentiellement de donner toutes ces infos aux sponsors ou autres. Donc c'est vrai que nous on n'a jamais filé aucun listing. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de boîtes d'ailleurs internationales qui nous disaient du coup il est où le listing de tous les participants avec leur email, leurs fonctions, etc. On était non en fait nous c'est à toi de te débrouiller sur le stand pour récupérer les infos des gens, donc d'être obligé de faire quelque chose de sympa, d'attirant pour pouvoir récupérer des contacts. Donc oui, ça demande de l'énergie. Aller voir les sponsors, je dirais, faut pas forcément aller voir tous les sponsors, mais voilà, si on a des enfants qui ont un goodies sympa, oui, c'est pas déconnant d'aller voir. Si on est intéressé par la technologie, je prends l'exemple tout à l'heure de Castéaï, je sais pas, on est dans le monde Kubernetes, on s'intéresse, on connaît pas forcément leurs produits, oui, ça vaut le coup de passer 5-10 minutes pour comprendre le positionnement du produit tel que eux le présentent, etc. Donc oui, il y a des choses toujours intéressantes à récupérer comme ça. Puis après, sur la partie networking, c'est le fait aussi de se balader, on rencontre des personnes. C'est un peu un forum, comme tu disais en introduction. Tu as évoqué aussi tout à l'heure, on en a parlé aussi un peu de ce côté. Tu le disais, toi, tu es passionné par la tech. Moi, effectivement, je le suis aussi. La majorité des gens que je reçois sont passionnés par la tech. Je pense que la majorité des gens qui écoutent ce podcast sont aussi des gens passionnés. Parce qu'effectivement, faire tout ça en dehors de ce genre de travail, ça demande de l'énergie, donc il faut être capable de l'investir là-dedans. Est-ce que tu penses que du coup les conférences et les meet-up, au final on retrouve que des gens passionnés ou est-ce qu'il y a des gens qui viennent aussi parce que ça fait partie du job? Parce que tu vois, je pense qu'il y a quand même un équilibre nécessaire. C'est ce côté job-passion, c'est parfois un peu toxique pour nous, tu vois, de se dire on met un investissement dans notre métier. Et puis c'est pénalisant pour ceux qui n'ont pas cette passion-là, qui ne progressent du coup pas autant que ceux qui sont passionnés, parce que nous on progresse techniquement quasiment 120 heures par semaine, parce qu'en fait on s'arrête jamais de bosser, quoi. Ouais, après chacun a son équilibre pro-perso, et c'est vraiment à chacun de trouver quelque chose qui lui convient, c'est hyper important. Sinon de toute façon on tient pas, on tient pas dans la tech. Sur cette partie-là, je dirais qu'il y a vraiment deux phases différentes. Les conférences, globalement, on remarque que c'est sur du temps de travail, donc il y a peut-être un déplacement supplémentaire à faire pour aller à la conférence ou autre, donc on sort quand même de sa zone de confort parce qu'on n'est pas chez soi ou autre, mais finalement c'est quand même la journée sur un temps de travail. Donc là, ce que je vois dans pas mal d'entreprises ou autres, c'est qu'on essaye dans une partie rétention un petit peu de remercier aussi ses employés ou autres en les emmenant du coup à des conférences. Donc ça marche très bien, et sur le temps de travail globalement c'est très bien, avec souvent l'idée quand même de se dire s'il y en a qui n'ont pas pu venir, on fait peut-être un retour dans l'entreprise après derrière, faire un petit résumé des confs impactantes ou des messages qu'on a vu passer qui étaient pertinents. Sur la partie meet-up par contre, là clairement je vois que c'est quand même une audience plutôt de passionnés quand même. Le soir faut faire la route ou du métro pour aller à tel endroit, tel sponsor, pour pouvoir rester jusqu'à 20h, 21h. C'est vrai que c'est pas évident, faut vraiment pouvoir se dégager ce temps-là. Donc clairement, c'est plus des passionnés quand même dans les meet-up. Et je le disais un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que post-Covid, les meet-up c'était très difficile. Les gens étaient habitués à rester chez soi ou autre. Ça commence à revenir de temps en temps, mais c'est pas encore comme c'était avant, clairement. Les gens sont habitués aussi il y a plus de télétravail aussi maintenant. Donc les gens sont pas forcément sur leur lieu de travail. Donc pourquoi je vais m'embêter à aller à tel endroit alors qu'en fait je suis déjà chez moi. Donc je vais pas forcément ressortir. Donc voilà, il y a toute cette logique-là qui est un peu plus difficile, mais sur les conférences globalement ça marche plutôt bien. Et souvent c'est vrai que les entreprises choisissent 1 ou 2 ou 3 conférences où ils emmènent des gens de leur boîte. C'est juste quelques éléments clés dans l'année. Les gens sont quand même très contents d'y aller, passionnés ou pas passionnés d'ailleurs. T'évoquais effectivement le fait que les gens sont chez eux, ce qui peut être effectivement aussi un frein. On a évoqué tous ces replays qui sont disponibles, mais on a aussi de plus en plus tout un tas d'IA qui sont capables de nous expliquer énormément de choses, donc on a de moins en moins besoin de faire d'efforts pour aller apprendre des choses.
Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous ressentez, même sur les conférences, une participation qui est... alors après, vous n'avez peut-être pas l'explication, si c'est en baisse, de ce que ça vient de là ou d'ailleurs, mais est-ce que vous percevez des choses comme ça? Aujourd'hui, l'impact de l'IA, pas forcément. Le seul truc qui me viendrait en tête, c'est une partie Call for Paper, justement, où les gens proposent leur sujet, donnent des explications, où là, on voit que certains, c'est écrit avec de l'IA. Et bon, après, c'est comme ça, mais à la limite, des fois, c'est peut-être bien d'avoir un peu plus de contenu qui a été généré par IA que juste une ligne qui dit je vais présenter ça, point. Voilà, le gars, il a aucune chance d'être pris. D'un autre côté, là, si c'est une IA qui l'a écrit, il y a peut-être des éléments, s'il assure ce qui est écrit dans la description, peut-être que ça peut marcher. D'ailleurs, il y avait une conférence, je sais plus, en Norvège ou ouais, je crois, ou en Suède, non, je crois que c'était à Oslo, qui avait du coup essayé d'étudier les patterns dans les CFP pour essayer de reconnaître ce qui était généré par IA ou pas, etc. Il y a une conférence là-dessus qui est assez marrante. Bon, c'était à l'époque des débuts de ChatGPT, donc on repérait quand même souvent des patterns assez simplement. Sur la partie après, participation aux conférences, non, puisque c'est quand même une bouffée d'air justement. Les gens sont habitués à télétravail, je suis dans la boîte, j'ai souvent mon petit chat d'IA disponible, et en fait de tout fermer et d'aller à une conférence et de voir des gens en vrai, de discuter avec ses collègues de sujets qu'on a vus, de rencontrer de nouvelles personnes, de voir que l'écosystème bouge, etc. Ça fait souvent quand même une bouffée d'air. Et ça marche toujours un peu comme un séminaire, un team building ou autre. Et je dirais que c'est autant vrai maintenant qu'il y a beaucoup de télétravail, donc la partie remote, virtuelle marche bien si les gens se connaissent bien. Ça marche d'autant mieux quand les gens se connaissent un minimum. Donc c'est important aussi de garder ces points de rencontre. Ah, genre. Top. Est-ce que toi, il y a des conférences que tu recommandes parce que du coup, on est déjà un peu partout dans le monde francophone. Au-delà du DevFest Nantes, c'est vrai que la communauté des DevFest, il y en a pas mal aussi maintenant. Il y a Toulouse, Strasbourg, je crois qu'il y a Paris qui se relance, Nantes, Perros-Guirec, voilà, il y a des DevFest un peu partout. Il y a d'autres conférences aussi communautaires, Volcamp à Clermont, DevQuest à Niort, DevLille à Lille, comme son nom l'indique. Voilà, il y a Wax à Marseille. Bon, il y a pas mal de conférences comme ça qui existent. Je dirais qu'après, assez facilement, on peut se renseigner. Il y a aussi Aurélie Vache qui a un site web aussi qui recense pas mal de conférences de CFP ouverts. Donc ça permet vraiment de regarder ce qui bouge. Parce qu'on peut avoir des nouvelles conférences aussi qui se créent autour de chez soi. Et après, pas hésiter aussi à regarder dans son écosystème des confs qui peuvent être mi-chemin entre la tech et d'autres métiers pour s'ouvrir aussi. Ça peut être des confs autour de la partie produit ou des confs vraiment pure DevOps comme les Cloud Native Days ou autres qu'il y a eu à Paris. Bon, là, il y a vraiment pas mal de conférences qui peuvent être soit généralistes, soit vraiment spécifiques dans leur thématique. J'ai pas forcément une conférence à essayer. Moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est si on veut se lancer, que ce soit dans une partie speaker, bon, participant toujours intéressant, mais speaker ou organisateur, c'est quand même intéressant de voir d'autres conférences, de voir un petit peu ce qu'on peut piquer comme idée, ou de voir un autre speaker, comment il a présenté, pour essayer finalement de s'enrichir avec des bonnes pratiques, des bons items. Voilà, j'ai eu la chance de faire justement quelques Google I.O. Typiquement en 2018, il y avait Justice en concert. Je veux absolument faire un concert au DevFest Nantes. Alors, on n'a pas eu Justice, on a eu un groupe de reprises pour que ça soit un peu plus sympa, mais vraiment l'idée de se dire, j'aimerais bien avoir, on aimerait bien collectivement avoir, du coup, au DevFest Nantes, à l'after party, un concert vraiment avec des instruments live, en mode pop, etc. Et on a réussi à le faire. Et voilà, c'est des petites milestones comme ça où, comme je disais, côté organisateur, il faut aussi se faire plaisir. Et finalement, les sponsors, on permet un naming de l'after party. Les participants étaient ravis puisque ça permet à ceux qui aiment un peu la musique voilà, de s'ambiancer. Donc finalement, toutes les personas s'y retrouvent et voilà, ça permet d'avoir quelque chose de très sympa. Ok, canon. Est-ce que tu penses qu'on a besoin ou de la place pour encore d'autres conférences où le calendrier est déjà suffisamment chargé entre tout ce qui existe, ne serait-ce qu'en France? Je dirais qu'il y a encore de la place. Typiquement, moi je viens de créer une nouvelle conférence qui s'appelle Tech Ready, qui a lieu le 5 juin. Parce qu'à Nantes, on a beaucoup de conférences sur le second semestre, rien sur le premier semestre. Moi, je vois que les différents cloud providers ou même ESN font moins d'efforts en province. Et je trouve ça quand même intéressant de montrer les dernières nouveautés et de les apporter à Nantes.
Donc du coup, je me suis dit, je vais recréer une conférence qui est plus petite que le DevFest. Je vise 400 personnes. Mais l'idée de se dire qu'il y a quand même la place par rapport à un créneau spécifique, de se dire, le DevFest, on est plutôt sur vraiment les dernières nouveautés orientées développeurs. Moi, je vais faire une conf qui n'est pas du tout généraliste, qui est uniquement sur les sujets IA et un peu cloud, dédiée plutôt à cette notion un petit peu d'être multi-cloud provider, multi-ESN, multi-client. Bon voilà, d'avoir des positionnements aussi différents. Clairement, je pense qu'il y a de la place pour différentes conférences. Après, ça dépend des villes. Forcément, à Paris, il y a déjà beaucoup de choses qui s'y passent. Mais globalement, il y a quand même de la place pour d'autres conférences. Ouais, je vois. Canon. Merci beaucoup, Julien, pour cette conversation. J'aurais deux dernières questions pour toi, qui sont les questions rituelles de ce podcast. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditeurs? Il y a un contenu que je partage pas mal ces temps-ci et que je pensais que pas mal de monde avait vu, c'est AIF.io, donc la Agentic AI Foundation, qui est un équivalent de tout le monde connaît Kubernetes avec la CNCF. Et donc maintenant, il y a la AIF qui est une fondation fille de la Linux Foundation. Donc on a tous les gros qui sont en membres fondation comme AWS, Anthropic, OpenAI, etc. Et l'idée d'avoir un certain nombre de choses normalisées dedans, donc par exemple le format du fichier agent.md, la partie MCP qui a été redonnée à Anthropic. Je pense que globalement la notion de skill va bientôt arriver dedans aussi, normalisée. Donc quand même intéressant de suivre cette fondation-là, si ça a le même essor que ce que la CNCF a réussi à faire avec Kubernetes, d'un point de vue gouvernance saine, open source, etc. Je trouve ça intéressant quand même de suivre cette fondation-là. Canon. Écoute, on mettra le lien bien évidemment en description. Et dernière question qui est la plus importante de ce podcast. Julien, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Je vais regarder peut-être ce que l'IA code maintenant pour moi, mais je dirais globalement espace. Ok, très bien. Merci beaucoup, Julien. Merci. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'on vous a donné envie de participer à des conférences, que ce soit le DevFest ou d'autres, ou même le Tech Ready qui aura lieu donc en juin, organisé aussi par Julien. La conférence, c'est un impondérable de notre métier. Je pense que c'est là où on peut apprendre effectivement énormément de choses et croiser plein de gens. C'est important. On est dans un métier de partage. Et je pense qu'aujourd'hui, où on a de plus en plus d'IA qui codent à notre place, c'est encore plus important de partager de l'expertise, d'aller apprendre effectivement plus de choses autour de notre métier, parce que c'est ce qui nous permet aussi de mieux piloter nos IA et de leur permettre de mieux faire les choses. Donc voilà, inscrivez-vous à des conférences, boostez votre employeur, votre manager pour vous envoyer à des conférences, c'est toujours utile. Moi de mon côté, je vous remercie comme toujours de partager ce podcast. Vous pouvez l'écouter en plus pendant que vous êtes en chemin vers une conférence, ça marche aussi. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.